Commencer le débrief de cette séance de questions d'actualité avec Sylvie Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine et vice-présidente de la commission de la culture. Également sur ce plateau, Alain Richard. Bonjour. Vous êtes sénateur RDPI du Val d'Oise, RDPI, le groupe de la majorité présidentielle ici au Sénat, et vice-président de la commission des lois. Et puis nous sommes également en visio avec Paul Melun. Bonjour. Vous êtes essayiste et co-auteur du livre Enfants de la déconstruction aux éditions Marie B. Et oui, il y a le texte et il y a le contexte. Alors, on apprend donc que ce texte, cette proposition de loi d'Annick Billon va être reprise à l'Assemblée. C'est une satisfaction, Sylvie Robert. C'est le travail du Sénat qui va être repris à l'Assemblée. Rappelons qu'il y a aussi une proposition de loi qui est en train d'être examinée sur le même sujet à l'Assemblée actuellement. Et puis, on a la surprise d'apprendre qu'a priori, eh bien, c'est le texte du Sénat qui est soutenu par le gouvernement. Bien, écoutez, d'abord que le bicamérisme fonctionne, et surtout quand ça vient du Sénat, moi je ne peux que m'en féliciter. Après, j'ai deux réactions à cela. Je voudrais quand même rappeler que lorsque la PPL de Annick Billon est passée dans l'hémicycle, un amendement de ma collègue Laurence Rossignol a été déposé sur l'âge de 15 ans, qui n'a pas été voté par le ministre au banc, qui a parlé là aussi de problèmes absolument de constitutionnalité. Donc j'entends que le ministre y revient. Et puis, deuxième réaction, c'est qu'effectivement, au même moment à l'Assemblée, vous avez un texte similaire qui est actuellement en discussion. Donc, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est de voir comment... Le texte d'Isabelle Santiago. Absolument, le texte d'Isabelle Santiago, qui parle de 15 ans, puisque donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, finalement, le gouvernement atterrit en la matière. Et j'ose espérer qu'en tout cas, le texte d'Isabelle Santiago va être quand même examiné aussi avec beaucoup de bienveillance, puisqu'il répond tout à fait à ce que souhaite le ministre de la Justice, sachant que j'ai encore entendu aussi ce matin, et c'est normal qu'il y a des consultations, les quarts d'âge, etc. Donc ce texte, vraisemblablement venant du Sénat, puisque c'est apparemment la priorité du gouvernement, mérite d'être amélioré, et je pense que ce sera le sens aussi de ce passage à l'Assemblée. Oui, Alain Richard, ce texte n'est pas encore complètement abouti pour vous. Puis on s'interroge sur la question du seuil des 15 ans, alors que vous le rappeliez, Éric Dupond-Moretti, dans l'hémicycle il y a quelques semaines, eh bien, craignait, lui, des problèmes de constitutionnalité. Est-ce que ce problème-là, il va être résolu ? Je crois qu'Éric Dupond-Moretti avait raison. Et personnellement, je fais partie des quelques-uns qui se sont abstenus sur ce texte, adopté très massivement, parce que je pense que nous sommes sur la bordure de la situation, à mon avis, non désirable, où le législateur fait le travail du juge. La gravité de l'infraction, est-ce que c'est un délit grave ou est-ce que c'est un crime, dépend, à mon avis, des agissements réels, des circonstances, du lien entre les deux personnes, de l'existence d'une contrainte, etc. Et moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée que la définition de l'infraction dans la loi oblige le juge à considérer qu'il y a un crime, alors qu'il considérerait que c'est d'une gravité différente et que ce devrait être un délit. Bon. Donc, je pense qu'il y a des aménagements qui peuvent permettre qu'on ne considère pas qu'il y a une infraction à la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qu'on laisse un pouvoir d'appréciation au juge, mais si on doit créer une présomption, mais sur laquelle le juge peut malgré tout exercer son appréciation, sa mission, de dire il y a une présomption de non-consentement jusqu'à 15 ans, personnellement, je ne trouve pas ça choquant plutôt que 13 ans. Mais ce sur quoi je mets en garde, en ayant peu de chances d'être entendu, parce que quand on parle de l'actualité, on fait aussi de la loi émotionnelle. Oui. Vous voulez dire que, bien sûr, il y a eu toute l'opinion publique qui s'est rassemblée autour du les gens comme moi, avec une petite voix qui vont dire oui, mais réfléchissez quand même à ce qu'est l'équilibre de nos pouvoirs et ce qu'est la mission du juge par rapport à la mission du législateur, on ne sera pas entendu. Oui. Peut-être plus tard. Mais parce que vous craignez quoi, que ça fasse une présomption de culpabilité, mais c'est une condamnation, au droit de la défense. C'est une condamnation automatique. On a été un certain nombre à différents moments à se battre contre les peines automatiques, qui sont une mode venue des États-Unis, qui avait été reprise par Nicolas Sarkozy. Et j'ai constaté avec tristesse qu'au rythme des législatures, toutes les familles politiques avaient leur peine automatique qui leur convenait bien. Et les peines automatiques des autres étaient évidemment affreusement condamnables. Je crois, notamment dans un domaine aussi intime, aussi lourd, que de dire, à partir d'un classement de données objectives, il y a condamnation, je trouve ça choquant.
Vous entendez ce mail d'Alain Richard, Sylvie Robert. C'est vrai que c'est un message difficile à entendre dans le contexte actuel où on a la libération de la parole des victimes. Et pour autant, est-ce que, il faut ainsi modifier notre droit ? Ce qui est toujours extrêmement délicat, c'est qu'on puisse se dire qu'on vote une loi parce que le contexte a poussé et qu'à un moment donné, ça permet finalement de régler un certain nombre de failles qui n'ont pas été finalement celles des années précédentes. Pour autant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que parfois il y a besoin de mettre aussi des mots sur des actes et du coup de les régler par voie législative. Et je pense que c'est l'équilibre toujours très compliqué et très subtil qu'on doit trouver lorsqu'on est législateur. Et je ne partage pas les propos de mon collègue. Je partage plutôt mon interrogation sur effectivement un ministre qui hier a dit quelque chose, parce que je pense que lui-même par rapport au contexte se sent aussi concerné. Donc il est ministre, il essaie de régler ça, et qui le lendemain ne dit pas la même chose. Donc c'est plutôt ça qui aujourd'hui est à interroger. Par contre, il y a énormément de lois où à un moment, voilà, on peut s'interroger sur la limite de l'exercice législatif par rapport notamment aux juges. Mais il y a aussi des contextes qui nous poussent à le faire. Oui. Paul Melun, ça nous interroge sur effectivement le texte et le contexte émotionnel extrêmement fort. Cette thématique des violences sexuelles sur mineurs et de l'instinct, c'était devenu central pour l'opinion publique après le livre de Camille Kouchner qui a été publié il y a quelques semaines. Et on a senti l'exécutif qui est devenu d'autant plus attentif à cette thématique, la prise de parole d'Emmanuel Macron, très solennelle, etc. Oui. Mais je pense qu'effectivement, il était temps d'agir très concrètement. C'est-à-dire que le gouvernement, par la voix d'Éric Dupond-Moretti, ne peut pas, je pense, laisser passer le sentiment, instiller dans la population le sentiment que l'impunité peut être la règle en matière de crimes sexuels. Je pense qu'effectivement, sinon on laisse libre cours aux détracteurs finalement de la justice et de la loi qui, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc., vont pouvoir dire à foison qu'eh bien, tout cela ne fonctionne pas, que ce système est complice, etc., etc. Et donc, je pense que, précisément, au-delà des considérations de textes de loi ou judiciaires, il faut donner les armes aux juges judiciaires pour intervenir. Et je pense qu'effectivement, l'âge de 15 ans me semble assez adapté, effectivement. Car les armes, est-ce que le juge les avait jusqu'ici ? On sait aussi que ce qui est à l'origine de cette proposition de loi, ce n'était pas le livre de Camille Kouchner, mais c'est vrai qu'il y a eu des situations où on a eu notamment une jeune fille de 11 ans qui avait eu une relation sexuelle avec un homme de 28 ans à Pontoise, et ça a été qualifié seulement d'agression sexuelle et pas de viol parce qu'il avait fallu prouver le non-consentement. Donc il y avait eu tout de même des situations qui ont alerté auparavant. Je ne sais pas ce qu'a été le jugement de Pontoise, mais ce que je sais, c'est que si on considérait, dans le cas de l'agression, enfin dans un cas d'agression sexuelle, que la culpabilité était grave, la cour d'appel pouvait très bien monter jusqu'à 15 ans d'incarcération. Donc, quand j'entends M. Melun dire qu'il faut éviter l'impunité, l'impunité ne peut en aucun cas exister avec la loi actuelle. Et c'est toute la question de la séparation entre ce qui est un délit grave et ce qui est un crime, avec des effets de, pardon, mais je vais le dire, des effets de spectacle en plus, puisque qui dit crime dit cour d'assises, mais le tribunal correctionnel, lorsqu'il juge sur des infractions graves, comme des agressions sexuelles, peut prononcer 15 ans d'incarcération. Mais là, on caractérise un fait quand même, qui est un crime sexuel sur mineur à partir d'un âge donné, qui est en l'occurrence 15 ans, ce qui est quand même différent. Et qui permet, c'est ce que j'appelle la justice automatique. Non, ce qui permet quand même à la justice, pas de façon automatique, mais justement de pouvoir statuer à partir de là. Et je crois que c'est pas... non, ça ne s'appelle pas la justice automatique, au contraire. Ça permet de caractériser les faits aujourd'hui sur des éléments de contexte qui n'ont pas été réglés à un moment donné parce que justement la justice n'en avait pas les moyens. Bon, il y a un débat de fond et un débat juridique sur ce sujet. On va continuer à débriefer pour le coup les séances de questions d'actualité au gouvernement. Une séance qui s'est terminée notamment et bien sûr une question de Jean-Marie Janssen sur la réouverture des lieux culturels. Nous sommes actuellement dans une situation épidémique qui reste
fragile. Nous attendons une possible hausse exponentielle de la courbe des contaminations si le variant arrive, Sylvie Robert. Mais pour vous, il faut tout de même ouvrir les musées et redonner cet accès à la culture. Bien écoutez, d'abord je voudrais vous dire que tout ce débat qu'on a là aujourd'hui et qui, à mon avis, va continuer, elle vient d'une annonce de la ministre de la Culture hier, oui. Qui a laisser entrevoir la possibilité d'eux. Je peux vous dire que ça fait 100 jours que la culture est au point mort. Et à la fois, il y a une attente de la population, parce que priver de culture un pays, ça n'est pas rien. Et on voit bien, et je me souviens que la ministre m'avait d'ailleurs à une question répondu qu'elle regardait les voisins européens, que ce n'est pas rien que l'Italie a rouvert les musées, les sites patrimoniaux, ou même l'Espagne. On voit la réouverture des musées de Florence, parce que le manque de culture, de Rome, parce que le manque de culture a un impact psychologique très fort sur une population. Et puis d'un autre côté, vous avez des professionnels de la culture, je pense aux musées, mais je pense également au cinéma, je pense aux salles de théâtre, qui depuis des semaines sont arrêtées, mais bâtissent des protocoles. Bâtissent des protocoles en fonction de leur lieu, en fonction du territoire, en fonction des effets de contamination, c'est-à-dire effectivement de la situation sanitaire. Je dirais deux choses. Je pense qu'il faut leur faire confiance parce que ce sont des professionnels qui ne feront pas n'importe quoi. Et lorsqu'on a des musées avec des salles comme le Louvre, où on a déjà pu réserver, où les protocoles sont très stricts, où on peut se retrouver à 3 dans une salle d'exposition, pourquoi pas? De la même façon pour les cinémas, de la même façon pour les salles de spectacle. Il faut faire confiance aux professionnels. Et puis, pourquoi ne pas expérimenter par territoire où il y a des effets de contamination moins forts, on le voit bien, en étant tout à fait raisonnable et tout à fait lucide sur ce qui peut se passer. Moi, je pense que lorsqu'on laisse entrevoir, en tout cas, un espoir comme cela, on voit ce que ça génère. Il ne faut pas que ce soit seulement un effet d'annonce, parce que les effets vont être pires pour la population qui l'attend, mais aussi pour les professionnels qui aujourd'hui espèrent encore. Et oui, Alain Richard, cette réouverture des lieux de culture, elle est extrêmement attendue et qu'on entend de plus en plus les uns et les autres qui s'interrogent sur le fait qu'on puisse prendre le métro, le RER, aller dans les magasins et même jusque dans les grands magasins la semaine dernière, mais qu'il ne soit pas possible d'aller au musée. Vous le disiez, on peut imposer des jauges, des sens de circulation. Alors moi j'y vois clair pour les musées et les monuments. C'est-à-dire que là, la répartition des personnes dans l'enceinte ne pousse pas à l'interaction trop proche, et le flux d'entrée et de sortie est dans l'ensemble manageable. Je suis beaucoup moins... Donc je pense, et j'espère beaucoup... Vous espérez la réouverture des musées? Si on me demande mon avis, je pousserai à ce qu'on commence au moins par région, effectivement, comme dit Sylvie Robert. Sur les lieux de spectacle vivant, je suis moins au clair, parce que autant je vois bien comment on espace les gens dans une salle de théâtre ou dans un cinéma, mais quand je regarde les lieux, tous ceux que je connais, d'espacer les gens dans le point d'entrée et de sortie, c'est là qu'il y a toujours des effets fous. On est l'un devant l'autre à 50 cm et pas dans les mêmes conditions que le métro, parce qu'on se parle beaucoup plus. Donc, il faudra démarrer... Il va y avoir des tests, des concerts-tests qui vont être faits à Marseille, certains qui ont été faits. Le vrai enjeu, il n'est même pas dans le théâtre ou dans la salle de concert, il est sur la voie publique. C'est d'arriver à espacer suffisamment les gens. Sylvie Robert? Oui, mais je pense que vraiment, je disais tout à l'heure, il faut faire confiance aux professionnels. Et je crois qu'ils connaissent leur lieu, ils connaissent bien, ils régulent les flux, ça s'est déjà fait. Et je crois que pour une salle de cinéma, on l'a déjà vécu, ou pour une salle de spectacle. Après, en fonction des territoires, en fonction des lieux, en fonction aussi des esthétiques, on peut tout à fait faire confiance et les laisser ouvrir, parce que je pense qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. On va écouter également tout à l'heure la réaction de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui répondait à une question sur ces fermetures de classe à la sénatrice Catherine Belriti. On l'écoute. Pas de fermeture d'école sans l'accord du maire, donc c'est très clair, vous pouvez bien l'enregistrer. S'agissant des classes, je vous répète ce que je disais au sénateur Bonnecarrère, c'était une mesure pour septembre 2020. Vous m'avez cité en mars 2020, le disant pour la rentrée suivante. Et même à ce moment-là, je disais que ça ne pourrait pas se faire les années suivantes. Je le disais même en pensant à ceux qui viendraient tout au long des années suivantes. Ce serait un très mauvais service à rendre à qui que ce soit que d'acter qu'on fait un moratoire à jamais sur les fermetures de classe. Sinon, vous ôtez toute souplesse.
Il n'y a pas de moratoire possible, nous indique Jean-Michel Blanquer. Sylvie Robert, est-ce que vous, ces fermetures dont font état un certain nombre de sénateurs sont une véritable source d'inquiétude ou est-ce qu'on est dans la normale pour vous ? Non, c'est une source d'inquiétude pour deux raisons. D'abord parce qu'on est dans une situation particulière, donc je voudrais quand même le rappeler. Et il ne s'agit pas obligatoirement, comme le dit le ministre, de penser sur 10 ans. Nous sommes encore en pleine pandémie. Nous sommes encore en pleine pandémie. Les conditions, même si on se félicite que les écoles n'aient pas fermé, et c'est heureux, dans le second degré, on y reviendra. C'est vrai que les conditions pour les lycéens et certains collégiens sont un peu particulières. Oui, et donc ça, et avec un mélange de distanciel, de présentiel. Ils ont eu un bac l'année dernière tout à fait particulier. On va pas parler des étudiants, on en parlera cet après-midi dans le débat de contrôle, mais le bac aussi cette année va être dans des conditions particulières, ça va être sur contrôle continu. Donc tout cela est particulier. Moi, je voudrais simplement dire, l'année dernière, il y avait eu l'engagement par le ministre. Effectivement, qu'il n'y aurait pas de fermeture de classe sans accord du maire. Oui. Bon, je pense que c'est important cela, parce que moi je prône vraiment le dialogue entre le DAZEN en tout cas et les maires et les élus qui forcément à un moment donné veulent comprendre pourquoi on ferme, non pas les écoles, des classes. Il faut faire très attention parce qu'il a bien précisé le ministre. Et c'est important. Et pourquoi on ferme telle classe, démographie scolaire en chute ou alors réorientation, il y a différents facteurs. Moi, je pense, le 20 janvier dernier, j'ai entendu M. Blanquer redire il n'y aura pas de fermeture de classe sans accord du maire. Je pense qu'il faut que le gouvernement soit tout simplement conforme à sa parole et que ça permette, en tout cas sur les écoles rurales, je pense beaucoup aux questions du terrain, qu'il y ait un véritable dialogue entre l'élu, entre le maire et puis donc le DAZEN pour convenir ou pas que s'il y a besoin de fermer cette classe, après il y a une organisation, un transport scolaire dans une autre classe, enfin ça génère énormément de conséquences et je voudrais terminer par le second degré pour dire que là par contre il y a de la tension sur les effectifs, parce que ce sont des effectifs pour beaucoup en hausse. Il y a des questions effectivement de personnel, d'encadrement, donc d'enseignants. Et là, par rapport à la situation particulière de la pandémie que vivent, et notamment les lycéens, je pense qu'il y a une attention particulière, une vigilance à avoir. Et je crois que les conditions là ne sont pas réunies. Alors, y a-t-il des annonces contradictoires entre ce que promet le ministre, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de fermeture de classe sans l'accord du maire, et ce qui s'applique sur le terrain aujourd'hui, Alain Richard ? Ça fait 40 ans que je vois ce système évoluer et il y a une phase de concertation qui a lieu tous les ans dans les départements qui implique en général une représentation collective des communes au niveau départemental, mais enfin qui peut descendre au niveau de la commune. Vous voulez dire que c'est régulier, c'est chaque année ce type de débat sur les fermetures de classes Bien sûr, et vous pouvez remonter dans les annales du Sénat à cette saison-là, la question arrive à chaque fois, et il faut être en effet le plus précautionneux possible à la fermeture de classe, c'est-à-dire quand vous passez de 4 à 3 classes dans une école ou de 3 à 2, a fortiori, ça change beaucoup de choses. J'ai tendance à penser qu'on est dans la phase première annonce et réclamation et qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger. Vous dites que c'est classique. Paul Melun, juste un mot en 1 minute sur ce sujet, parce qu'on le comprend. La fermeture des classes est un sujet d'autant plus sensible que, effectivement, vous le disiez, l'éducation a beaucoup souffert de cette pandémie et donc ce discours est difficile à entendre dans ce contexte. Bien sûr. Et alors, au-delà même du contexte particulier du Covid, de la pandémie, je pense qu'il y a une forme de cercle vicieux sur cette question de la fermeture des classes, surtout dans les zones rurales. C'est-à-dire que les zones rurales françaises perdent des habitants, la démographie dans certains villages, dans certaines petites villes est en baisse. Par conséquent, on ferme les classes. Et cela engendre moins de nouveaux habitants, moins de services et finalement une désertification durable de ce genre de zone. Donc en fait, il faut revenir, à mon avis, à la source du problème, c'est-à-dire la lutte contre la désertification des territoires. Et si on a des services, si on crée de l'emploi de proximité, etc., là, il y aura besoin de classes puisqu'il y aura besoin d'élèves. Mais en fait, si vous voulez, je pense que ce sont des vases communicants à terme. À terme, effectivement, l'attractivité des territoires ruraux, un sujet très cher ici aux sénateurs. Effectivement, merci beaucoup Alain Richard, merci Sylvie Robert, merci Paul Melun.